L'ironie de l'histoire, c'est que c'est peut-être sous la présidence d'un banquier que la France va faire faillite. Le déficit et la dette française qui explosent sous la présidence Macron, Israël qui martyrise le Liban et une insolite histoire de lingots d'or. Voici le nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Elle pèse 112% du PIB à la fin du deuxième trimestre, selon les derniers chiffres publiés vendredi par l'INSEE. La dette française poursuit sa folle envolée et atteint 3 228 milliards d'euros, nous dit le Figaro. C'est du jamais vu. Il est désormais plus cher d'acheter de la dette française que de la dette grecque. En d'autres termes, à une échéance d'emprunt de 5 ans, la première s'échange à un taux plus élevé que la seconde. Or, traditionnellement, la dette des États les plus puissants économiquement se voit accorder des taux plus bas, explique le journal La Tribune. Sur le marché primaire, là où les États européens empruntent directement auprès des investisseurs, la situation est aussi visible sur les dernières opérations. La France a par exemple emprunté à 6 mois pour un taux de 3,12% le 23 septembre, quand la Grèce a emprunté à 2,85% pour une échéance similaire le 25 septembre. Même constat du côté de l'Espagne qui emprunte elle aussi moins cher que la France. Vers 13 heures jeudi, le taux d'emprunt à 10 ans français, une référence pour les investisseurs, s'établissait à 2,94% et son équivalent espagnol atteignait 2,93%. Il n'était plus arrivé de voir le taux d'intérêt français à cette échéance dépasser son équivalent espagnol depuis le 16 novembre 2006, soit depuis 18 ans. Pour les différents quotidiens économiques, dont les Échos, c'est le signe du désarroi grandissant des investisseurs vis-à-vis de la France. Le responsable visé est le président français Emmanuel Macron. Les Échos nous disent que la dissolution surprise, l'absence d'une majorité claire sortie des urnes, les 3 mois pour former un gouvernement et la nomination d'un Premier ministre issu d'un groupe ultra-minoritaire au Parlement ont entamé leur confiance. Ils avaient déjà du mal à imaginer que le déficit puisse repasser de 5,1% du PIB cette année à 3% en 2027, tout du moins sans causer des dommages à l'économie. Le pari semble encore moins tenable maintenant que les projections l'envisagent à 6% du PIB. Par ailleurs, la perspective de voir, sauf surprise, Bercy présenter un programme de financement supérieur à 300 milliards d'euros l'an prochain peut aussi les inquiéter. Le projet de budget qui devrait être communiqué d'ici 2 semaines sera donc observé de près par les marchés. Même le magazine Challenge, pourtant très mainstream et pro-Macron, évoque son aveuglement et une dette publique qui a bondi de près de 45% depuis son arrivée au pouvoir. L'ampleur de la dérive qui éclate au grand jour avec un déficit public attendu donc à plus de 6% du PIB en 2024 était passée sous les radars, nous dit Challenge. Problème, la clarté n'a pas été faite sur les origines du délitement des finances publiques. L'éditorialiste économique François Langlais dans Le Parisien appelle à ne plus se cacher derrière le coût du Covid et celui de la flambée de l'énergie, car ces crises ont évidemment frappé tous les pays européens et pas seulement la France. Enfin, le média Élucide en rajoute lui aussi une couche sur le déficit et la dette de manière chiffrée et détaille le bilan catastrophique du macronisme. Un déficit public qui, nous dit Élucide, s'ajoute au précédent et qui fait franchir les 3100 milliards d'euros de la dette publique, en augmentation donc de plus de 900 milliards d'euros depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Qui plus est, cette dette abyssale n'a même pas profité aux plus fragiles, nous dit Élucide. Tous les indicateurs d'inégalité sont au rouge et la France abrite encore plus de 9 millions de pauvres avec un taux de pauvreté plus haut que dans les années 90. Et la France tire mal son épingle du jeu dans la comparaison avec les principaux États européens, alors que nos voisins et même la moyenne des pays de la zone euro stabilisent, voire réduisent leur déficit, la France prend, elle, une trajectoire inverse. Dans ce contexte précis et lucide, il est assez amusant d'entendre Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'économie pendant 7 ans, rappeler que lors de sa nomination, sa priorité avait été de redresser les comptes publics en coupant les dépenses. C'est pourtant lui qui a fait battre à la France des records de déficit public et d'endettement, tout en maintenant, voire en accentuant les niveaux de pauvreté et la précarité des plus défavorisés. La Cour des comptes met en garde le prochain gouvernement sur la nécessité de redresser la barre et vite, et pendant ce temps, l'ancien ministre de l'économie naviguera probablement dans d'autres eaux via une reconversion dans un établissement spécialisé dans la science et la technologie à Lausanne, en Suisse. Le Canard enchaîné pointe une reconversion qui pourrait sembler surprenante pour celui qui est tout sauf ingénieur et qui revendique presque fièrement n'avoir jamais été doué en maths. Ceci explique cela, conclut Élucide. Et pour finir sur ce sujet, si vous voulez vraiment tout comprendre sur comment on en est arrivé là et pourquoi la France est elle aussi endettée,
Je vous invite à lire l'excellent papier de Bruno Gonçalves sur le blog L'or et l'argent, Pourquoi la France est-elle autant endettée, dans lequel Bruno Gonçalves revient sur 45 ans de fuite en avant. Ce sera sans doute l'article le plus complet que vous pourrez lire sur le sujet et je vous mets donc son lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. À l'international, le point chaud du moment, c'est l'acharnement de l'armée israélienne au Liban. Ce week-end, la mort du leader historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans des bombardements est venue couronner une série d'opérations spectaculaires d'Israël qui ont provoqué des centaines de morts dans le pilonnage du pays. Considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, Hassan Nasrallah a été pendant plus de 30 ans le visage du Hezbollah, ennemi juré d'Israël. La frappe dans laquelle il est mort vendredi soir a aussi tué Ali Karaké, le commandant du front sud du Hezbollah. Libération nous dit que l'assassinat du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, permet à Benyamin Netanyahou de restaurer son image en Israël, mais fait plonger le Liban et la région dans un inconnu inquiétant. Tandis que dans une chronique pour les Échos, le géopolitologue Dominique Moisy avance que l'assassinat de Nasrallah plonge Washington et Téhéran dans la même impuissance en apparaissant presque comme des spectateurs d'une tragédie qui les dépasse. D'autant que hier, lundi, le mouvement palestinien du Hamas a annoncé que son chef au Liban avait été tué dans une frappe aérienne dans le sud du pays où l'armée israélienne mène des raids contre le Hezbollah. Israël et Benyamin Netanyahou ne semblent pas vouloir mettre la pédale douce dans leur bombardement qui provoque de nombreux morts et le déplacement de centaines de milliers de civils. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 200 000 personnes ont été déplacées, 50 000 au moins ont traversé la frontière avec la Syrie. Mais selon le Premier ministre libanais Najib Mikati, le nombre de personnes déplacées est bien plus élevé que les chiffres annoncés. Les estimations suggèrent qu'il pourrait déjà atteindre 1 million de personnes. Il s'agit du plus important déplacement de population jamais enregistré dans l'histoire du Liban. Et pour bien comprendre l'acharnement israélien sur le Liban, je vous invite à lire le papier d'Adeline Mohamedi dans le média Elucide, qui explique la persécution méthodique du Liban par Israël. Je vous mets là encore le lien de cet article très éclairant dans la description de cette vidéo. Allez, petit détour par le cours de l'or qui est on fire ces derniers temps. Eh bien, cette semaine encore, le cours a battu un nouveau record. C'était jeudi. L'once a craqué la barre des 2400 € en piquant une pointe à 2405 € avant de corriger un petit peu. Hier lundi, l'once affichait 2365 €. Idem en dollars, jeudi l'once atteignait les 2684 $ avant de corriger. Hier, l'once s'affichait à 2636 $. Alors le Figaro nous explique que cette dynamique favorable du cours de l'or en ce moment a été particulièrement dopée par le regain récent de la demande de bijoux, jusqu'alors boudé par des acheteurs refroidis par son prix, en particulier en Inde. Les achats de bijoux, qui représentent les 3/4 du marché indien de l'or, avaient reculé de 17% dans le pays au second trimestre par rapport à celui de l'année précédente, et de 35% en Chine, premier marché pour le métal jaune, une chute partiellement compensée par l'explosion des achats de pièces et de lingots dans ces deux pays. Si la demande chinoise reste un peu déprimée dans le contexte d'une économie à la peine en ce moment, celle côté Inde s'est envolée, le gouvernement indien ayant annoncé fin juillet une réduction des taxes à l'importation sur l'or à 6% contre 15% auparavant. Et si vous voulez bien tout cerner et tout comprendre de cette série de records du cours de l'or, je vous invite à aller écouter l'excellent podcast Valeurs Refuge signé Vera Cash sur le sujet et dans lequel Mathieu Devaux-Sabaros reçoit Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog L'or et l'argent. Pour tous les investisseurs avertis mais aussi les curieux qui veulent comprendre ce qui se passe autour du métal jaune en ce moment, allez écouter tout ça. Et pour finir avec un peu de légèreté et surtout de générosité dans ce monde de fous, un geste classe dans la commune de Wambrechies, désolé pour la prononciation, c'est une commune de 10 000 habitants dans les Hauts-de-France où un mystérieux donateur a glissé 2 lingots d'or d'1 kilo derrière une statue de l'église, accompagné d'un petit mot anonyme sur lequel était écrit « à remettre en mairie pour terminer les travaux de l'église ». C'est un don exceptionnel de plus de 150 000 €, car au cours actuel, un lingot d'1 kilo d'or coûte plus de 75 000 €. C'est un geste de classe, car anonyme, c'est beau et ça méritait d'être souligné. Dieu vous le rendra. Et si Dieu le veut, on se retrouve, nous, mardi prochain pour une nouvelle revue de presse. Bonne semaine!